Bonjour à tous, Bonjour à tous. j'espère que tout le monde est bien connecté, que tout le monde nous entend bien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Spotlight Series. Pour les nouveaux, Spotlight Series, c'est le nouveau rendez-vous proposé par Caméléon. La promesse qu'on vous fait pendant ces 30 prochaines minutes, c'est répondre à un challenge CRO ou une problématique, répondre à une problématique spécifique liée à l'expérimentation. Et aujourd'hui, on va parler faux positifs et comment surtout les éviter et éviter aussi avoir les bonnes pratiques pour éviter les autres résultats biaisés. On commence tout de suite par se présenter. Je suis Hélène, Growth Manager chez Caméléon et nous allons animer ce webinaire avec Fabrice. Oui, bonjour à tous. Moi-même, Fabrice Boisserand, je suis team leader chez Caméléon, donc j'encadre une équipe de Customer Success Manager et on accompagne au quotidien nos clients dans l'utilisation de la plateforme, dans leur stratégie CRO. Et je vous accompagne aujourd'hui pour vous présenter justement cette thématique qui nous intéresse tous sur les faux positifs. Juste petite, tout le monde nous entend bien. J'ai une petite notification en me disant que mon micro est coupé. Et pourtant, oui, très bien. Ok. Bon, c'est parfait alors. C'est juste un petit souci sur Livestorm. Du coup, on enchaîne tout de suite avec une petite brève présentation de Caméléon pour les nouveaux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore très bien. Déjà, en quelques chiffres clés, Caméléon, c'est 200 salariés dans 7 pays d'Europe et Amérique du Nord et un produit qui évolue depuis maintenant 12 ans et fait ses preuves auprès de plus de 1000 clients, dont certains ici notés sur la slide, mais comme Yves Rocher, Toyota, Renault, Accor, Printemps, Société Générale, qui sont des clients fidèles. Mais plus concrètement, Caméléon, c'est une solution qui réunit des fonctionnalités de web et feature expérimentation sur une plateforme unique pour notamment proposer des fonctions d'A/B testing côté client et côté serveur. Également des fonctions de feature expérimentation et feature management afin de déployer de nouvelles fonctionnalités en toute sécurité. Et aussi, c'est une plateforme qui est boostée par l'intelligence artificielle et qui permet notamment de personnaliser, de permettre la personnalisation de parcours client en temps réel. Voilà en gros pour ce qui en est de la société Caméléon et de la solution qu'on présente. Et pour rentrer dans le vif du sujet de cette session, on va développer en 4 parties cet épisode. L'idée, c'est d'aborder les faux positifs, comment les reconnaître et les éviter, et quels sont les outils et bonnes pratiques à disposition, donc présentés par Fabrice. Merci Hélène pour le partage de l'agenda. Donc effectivement, 4 thématiques aujourd'hui et on va démarrer tout de suite par le premier sujet qui est autour de la sélection des KPI. Quel KPI choisir pour les tests concluants? Donc ça, c'est vraiment la toute première étape. Lorsqu'on lance un test, on va définir ce qu'on souhaite mesurer et donc il faut choisir effectivement les bons KPI. Donc pour démarrer cette thématique, on va prendre un exemple très simple qui va parler à tout le monde. Prenons l'exemple d'un site e-commerce et imaginons un use case où on va modifier le CTA, par exemple, ajout panier sur les pages produits. Quelque chose d'assez classique. Vous allez définir du coup un objectif principal, puis des objectifs secondaires. Ce qui est important, c'est de bien choisir l'objectif principal par rapport à l'hypothèse du test. D'accord? Parce que trop souvent, nos clients choisissent comme objectif principal, par exemple, le revenu. Revenu qui est effectivement très intéressant, qu'on va monitorer pour chaque test, mais qui ne peut pas être un objectif principal systématiquement. L'objectif principal, c'est toujours celui qui est le plus proche de la modification qu'on vient effectuer. Ça, c'est vraiment important. Et quand on fait une hypothèse, par exemple, je modifie mon CTA, mon hypothèse, c'est que du coup, grâce à ce nouveau CTA, en ajoutant un élément de rassurance ou peu importe, on va booster les taux de clic sur le CTA. Si c'est mon hypothèse, alors mon objectif principal doit être le clic sur le CTA et pas forcément le revenu ou d'autres métriques. Ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, il faut garder quelque chose en tête, c'est que il y a une notion de significativité statistique derrière. Donc, on va aborder ça un petit peu tout au long de la session.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'A/B testing, c'est pas une science exacte. Derrière, c'est des probabilités. Donc j'imagine que vous avez tous déjà vu ce type de distribution de probabilités, où on retrouve ici l'évolution donc, de la significativité statistique. On voit ici, donc, dans le cadre d'un A/B test, deux gaussiennes. Donc plus ces gaussiennes sont séparées, plus on va avoir des significativités statistiques importantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la zone d'incertitude, donc quand on va faire des A/B tests, là où on a une incertitude, ça va être la zone en bleu foncé qu'on retrouve ici sous nos courbes. Plus cette zone est importante, plus on va avoir une incertitude sur nos tests. Donc si on fait un test A/B et que notre KPI principal, là où on a le plus d'impact, c'est l'objectif principal et donc le clic CTA, on va avoir un bel écart entre nos deux gaussiennes et on va pouvoir monitorer l'effet. Maintenant, sur les objectifs secondaires, plus on va s'éloigner dans le tunnel, plus on s'éloigne de la modification qu'on a faite, plus ces courbes vont se resserrer. Pourquoi? Parce qu'entre la variation A et la variation B, sur le KPI en question, on va avoir moins d'effets. Donc là, imaginons l'accès tunnel, on va avoir une zone d'incertitude qui est un petit peu plus resserrée. Et imaginons si on va encore plus loin et qu'on veut monitorer le revenu, là, on va avoir encore plus de resserrement des courbes. Pourquoi? Parce que l'effet à mesurer va être plus difficile à percevoir. Donc plus on s'éloigne de la modification effectuée, plus finalement l'effet va être difficile à mesurer, et plus ces courbes vont se rapprocher. Et donc là, on voit que la zone bleu foncé est beaucoup plus importante, donc la zone d'incertitude sera plus grande, ce qui veut dire qu'il faudra potentiellement plus de temps pour obtenir des résultats, ou peut-être que parfois, on n'aura tout simplement pas d'effet sur le revenu. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Plus on laisse durer les tests, plus ces gaussiennes se resserrent. Hein. En fait, plus on a de volume, plus elles se resserrent. Et donc, plus on peut obtenir un effet. Mais il faut bien garder en tête que plus on s'éloigne du tunnel par rapport à l'objectif principal, plus celles-ci sont resserrées et plus il sera difficile de mesurer un impact. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Et donc pour ce faire, hein, côté Caméléon, on a, lorsqu'on sélectionne les objectifs à mesurer, la possibilité du coup de sélectionner plusieurs objectifs. Okay, donc vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Hein, ça peut être des clics tracking, ça peut être des revenus, l'accès au nombre de pages, on peut monitorer un temps passé ou l'accès au panier, etc., etc. Et on choisit un objectif principal. Donc là, ici, ce serait par exemple clic CTA ajout panier. Simplement en le positionnant en première position, on vient définir ça comme objectif principal. Et c'est comme ça qu'on va mesurer. Donc ça, c'est important de bien sélectionner ces objectifs. L'autre chose qui est importante, c'est d'en sélectionner un maximum. Il ne faut pas se contenter d'un seul KPI. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs pour avoir une vision exhaustive de notre test. J'ai vu des clients qui lançaient des tests avec uniquement le goal revenu. C'est un seul goal, c'est le revenu. Et puis quand on leur disait, oui, mais alors attends, ça dépend de l'hypothèse, etc., ils me disaient, ah non, mais nous, on veut juste booster notre revenu, le reste, on s'en fiche, on veut juste maximiser le CA. Oui, mais il faut bien comprendre que vous n'aurez pas de la significativité statistique systématiquement. Ça, c'est autre chose qu'il faut garder en tête. Hein. On a toujours envie de laisser tourner les tests et d'obtenir un résultat sur le revenu. Mais pas toujours. Il est possible que quand on lance un test, ça n'ait un effet que sur l'objectif principal, mais pas forcément sur les objectifs secondaires. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et on fera un petit instant de réponse à la fin de chaque partie. Donc là, pour l'instant, pas de questions sur les KPIs. Du coup, je te propose, Fabrice, qu'on enchaîne et qu'on passe dans le vif du sujet avec les faux positifs et du coup, comment les éviter. Ok, merci Hélène, effectivement, pour la transition. Donc maintenant qu'on a vu comment sélectionner ses objectifs, la notion d'objectif principal versus objectif secondaire, on a bien choisi donc son plan de tracking. Maintenant, on lance notre test et voilà, quelques jours après, on va regarder nos résultats. Donc ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à regarder les résultats, il va y avoir des notions importantes de significativité statistique, ce qu'on va appeler ici, pour simplifier, la fiabilité. Okay, ce qui va être important à garder à l'esprit, c'est que cette fiabilité, elle va évoluer dans le temps. Et ça va être très intéressant, et je vous montrerai tout à l'heure dans nos reporting, comment on va suivre justement cette fiabilité dans le temps. Comment on s'assure qu'on n'est pas face à un faux positif et qu'on est plutôt face à un vrai positif. Donc la fiabilité, généralement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va augmenter progressivement jusqu'à 95-99% et se stabiliser. Okay, ça, c'est très important. Et c'est à partir du moment où cette fiabilité s'est stabilisée qu'on va pouvoir tirer des conclusions. Le faux positif, c'est quoi? Souvent, c'est le phénomène où on lance un test,
Après assez peu de temps, J+1, J+2, J+3 ou même parfois une semaine, on va avoir très rapidement une significativité statistique. Donc on va très rapidement avoir la fiabilité qui monte à 99%. Et puis ensuite, cette fiabilité va redescendre parce que finalement, ce qu'on croyait être un effet positif au début du test, finalement, en le laissant tourner, on se rend compte que ça n'en était pas un. C'était peut-être tout simplement dû au hasard. Ou parfois, ça peut être lié à des phénomènes cycliques en fonction de vos cycles de vente, etc. Mais l'idée, c'est que, imaginez, vous regardez vos résultats à J+1, donc on ne sait pas ce qui se passe après. À J+1, vous avez 99% de fiabilité et vous tirez une conclusion en disant bah, super, j'ai 99%, mon test est gagnant. Eh ben non, il ne faut pas simplement avoir la fiabilité, il faut aussi que cette fiabilité soit stabilisée dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très 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 important. Sinon, on prend trop de risques de tirer des conclusions erronées. Donc dans Caméléon, on a une solution pour ça quand on regarde les résultats au niveau de la fiabilité. Donc là, je suis sur les pages reporting Caméléon. Vous avez ici la synthèse avec l'objectif principal. On propose des vues comparatives avec des diagrammes araignées. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais simplement pour vous montrer que sur un objectif, donc imaginons ici le checkout, lorsque je regarde mes résultats détaillés, je vois ici donc pour chaque variation les performances de mes tests avec le nombre de visites, le nombre de conversions, les taux de conversion. Et au niveau de la fiabilité ici, on indique le pourcentage de fiabilité, mais on indique aussi, comme vous le voyez ici, des petits carrés colorés qui correspondent à la stabilité dans le temps de cet objectif. Donc en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on a donc 3 petits carrés colorés. On affiche un petit carré coloré quand notre fiabilité est stable pendant 1 à 3 jours. 2 petits carrés colorés quand la fiabilité va être stable pendant 3 à 7 jours. Et quand la fiabilité est stable pendant plus de 7 jours, à ce moment-là, on va afficher les 3 petits carrés colorés. Okay, et c'est seulement là qu'on pourra tirer des conclusions. Donc quand on dit stable pendant plus de 7 jours, c'est cette zone ici où la fiabilité s'est stabilisée. Okay, on va attendre 7 jours de stabilité. Et là, on pourra tirer des conclusions. C'est vraiment important parce que sinon, on risque d'avoir 99% et de se retrouver dans cette situation avec un faux positif. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à garder à l'esprit. L'autre point important à garder à l'esprit, c'est que quand on donne une fiabilité, ici 99% ou 95%, 80%, peu importe, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si j'ai 99%, ça veut dire que j'ai en réalité 1% de chance que mon test, finalement, ne soit pas celui qui est donné par les résultats. C'est-à-dire que, imaginez vous tirez une conclusion avec un résultat à 80%. Ça veut dire que si vous tirez une conclusion à 80% de fiabilité, ça veut dire que vous avez 20% de chance de prendre une mauvaise décision. C'est comme ça, l'A/B testing, ce n'est pas une science exacte. Donc, il y a des notions de fiabilité, de probabilité. Donc, ça veut dire que si vous avez l'habitude de prendre des décisions à 80% de fiabilité, ça veut dire que une fois sur 5, vous allez tirer une mauvaise conclusion. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, cette notion de fiabilité statistique. Et donc, quand on démultiplie les conclusions, oui, on augmente le risque d'erreur. Donc, sur un programme CIRO d'un an, vous allez tirer, mettons, 10 conclusions. Sur les 10, potentiellement, il y en aura une sur 10 qui sera erronée. Ça fait partie de l'expérimentation, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, également sur ces notions de faux positifs. Un autre point également qu'on voulait évoquer avec vous, c'est, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle le test séquentiel, le sequential testing. Sequential testing, ce sont des algorithmes qui, en fait, prennent en compte la stabilité dans le temps de la fiabilité. Donc le sequential testing, lui, il ne vous dira pas 99% trop tôt. Il va être beaucoup plus prudent et ce sont des algorithmes qui vont justement réduire les faux positifs parce qu'ils vont vous permettre d'aller voir vos résultats à n'importe quel moment. Vos résultats sont tout le temps vrais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est très intéressant. Typiquement, à J+1, si vous avez été voir vos résultats avec du sequential testing, vous n'auriez jamais vu 99%, vous aurez vu quelque chose comme 30 ou 40%, peu importe, parce que les tests séquentiels vont mettre plus de temps à atteindre la significativité. C'est des tests qui vous permettent d'être plus prudent. Voilà, donc chez Caméléon, on les a intégrés ici au niveau des reporting. Vous pouvez activer les tests séquentiels et du coup, vous allez avoir des conclusions qui seront plus fiables pour éviter justement d'aller tirer des conclusions trop hâtives. Dernière chose que je voulais évoquer avec vous, il y a un autre phénomène en A/B testing qui peut exister, c'est ce qu'on appelle l'effet de nouveauté. L'effet de nouveauté, c'est quoi? C'est je lance un test, il est fiable, je tire mes conclusions, mais en fait, si je laisse tourner le test très très longtemps,
au bout de plusieurs semaines, les tendances s'inversent. C'est des choses qui arrivent. On a eu un exemple avec un client qui a lancé un test où il a masqué le moteur de recherche dans le panier, donc pour limiter les exit points. Ça a marché très bien. Tout de suite, on a eu 99%. Les résultats se sont stabilisés. Ça a duré 1 semaine, 2 semaines. On a tiré des conclusions, parce que du coup, tout était fiable. Donc, le fait d'enlever le moteur de recherche dans le panier a vraiment permis d'améliorer les performances. Et on s'est rendu compte, en laissant tourner le test, qu'après plusieurs semaines, les tendances se sont pas inversées, mais les tendances se sont annulées. Il n'y avait plus vraiment d'effet. Et ben on était là face à un effet de nouveauté. L'effet de nouveauté, c'est quelque chose à garder à l'esprit, c'est que parfois, quand vous introduisez une variation, vous introduisez quelque chose de nouveau sur votre site web. Parfois, il y a une très bonne réaction de vos audiences, donc on va tirer des conclusions. Mais après un certain temps, les visiteurs peuvent s'enlacer et finalement, ce qu'on observait pendant quelques semaines peut finalement être moins intéressant a posteriori. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas moyen de l'éviter. Une bonne pratique, ça peut être quand vous tirez des conclusions sur des tests. J'imagine que vous gardez un historique un peu de tous vos tests qui ont bien marché, etc. De rechallenger les bonnes pratiques, rechallenger les conclusions qu'on a eues 6 mois plus tard, 1 an plus tard, parce que les choses peuvent changer. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, qui peut arriver. Du coup, côté question, on en a eu pas mal. La première de Quentin, mais tu as déjà répondu partiellement à la suite de ton déroulement, qui demandait à quoi peut être dû ce pic de fiabilité qui n'est pas stable. Donc le pic à J+1 ou J+3 parfois. Est-ce que c'est un effet nouveauté? C'est ce qu'il se demandait. Ça peut être un effet nouveauté. Ça peut être un effet nouveauté. Dans la plupart des cas, c'est plutôt dû au hasard en fait. Hein. Derrière, c'est une science qui est aléatoire. Parfois, c'est dû au hasard. C'est souvent le cas. Et c'est aussi lié au manque de volume de données. Je vous donne un exemple. Vous lancez votre test et vous regardez vos résultats après 1 minute. Imaginez d'un côté, vous avez 2 conversions, de l'autre, vous avez 1 conversion. Donc la B fait 2 conversions, la version A fait 1 seule conversion. Donc on est d'accord, la B est 2 fois plus performante que la première. Est-ce que vous tirez une conclusion dans ces cas-là? Imaginez avec le peu de volume qu'on a, ça peut clairement être dû au hasard. Donc en fait, il y a aussi un effet de manque de données. C'est-à-dire que plus on est tôt dans la durée du test, moins on a de données, et donc moins statistiquement, finalement, on va être fiable. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit également. C'est que dès la première heure, on peut avoir 10 conversions d'un côté, 5 de l'autre, qui est complètement dû au hasard. Et pourtant, il y en a bien une qui est 2 fois plus performante que l'autre si on regarde juste les chiffres. Ok, donc il y a ça aussi. Du coup, j'enchaîne avec la question de Romain qui dit si le test est fait sur une page à faible trafic, comment je peux m'assurer que les résultats sont fiables? Alors, si le test est fait sur des pages à faible trafic, il faut avoir des. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, c'est intéressant d'avoir des taux de conversion plus élevés. L'idéal, c'est si vous êtes sur une page à faible trafic, mais vous avez un taux de conversion sur votre KPI à 10%, 15%, ça va être beaucoup plus simple que si vous avez un taux de conversion à 1%. Et ensuite, il y a des outils qui permettent également de les récupérer des résultats sur des pages à faible trafic, type algorithme Cupid, hein, qui s'appelle donc qui est Control Experiment Using Pre-Experimental Data. Donc on a ça chez Chameleon également, ça, un algorithme qui permet ici de s'appuyer sur les données passées de vos visiteurs pour accélérer la significativité statistique. Donc ça réduit la variance, ça réduit la zone d'incertitude en s'appuyant sur les données passées de vos visiteurs, et on peut avoir des conclusions beaucoup plus rapidement et donc sur des pages à faible trafic. Question de Emen, est-ce que le fait de mener plusieurs tests en même temps peut avoir un impact sur les faux positifs? Non. Non, ça n'aura pas d'impact. Si on mène plusieurs tests en même temps, ils peuvent interagir entre eux. C'est quelque chose qui arrive. Mais ça n'aura pas forcément d'impact sur vos KPI principaux. Question de Marius. Maintenant, si un test dégrade fortement mes KPI sur les premiers jours, vous conseillez quand même de le laisser tourner plus longtemps? Oui, parce qu'en fait, si on a, au même titre que du coup, on peut être face à un faux positif, on peut aussi être face à ce qu'on appelle un faux négatif, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, mon résultat est perdant, mais si on n'a pas laissé tourner plusieurs jours, en fait, on peut tirer aucune conclusion. Ça peut être tout à fait dû au hasard. Donc, je vous conseille de laisser tourner vos tests, y compris si ça dégrade les performances. Il ne faut pas être trop traumatisé par la perte de CA que ça peut générer. De toute façon, c'est le jeu de l'A/B test. Hein. C'est une pratique qui au global, est très, très positive, très saine. C'est pas grave si on perd sur les premiers jours. Il faut laisser tourner pour être sûr de la conclusion.
Et dernière question sur cette partie de Hervé. J'ai un AB test où la fiabilité est de 50%, mais les 3 carrés sont colorés. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas tirer de conclusion et qu'on est sûr qu'on ne peut pas tirer de conclusion. Quand on a ça vraiment, souvent, c'est que il faut regarder hein, si vous êtes sûr d'avoir bien des conversions sur l'original. Parfois, on a des cas de figure où on a des conversions que sur les variations, mais rien sur l'original. Donc, ça revient à diviser par 0. Et du coup, ça peut créer ce phénomène. Mais ça veut concrètement dire qu'il n'y a pas de conclusion sur ce test. On ne peut pas tirer de conclusion. On enchaîne du coup avec maintenant les bonnes pratiques, celles que tu partages quotidiennement avec tes clients, notamment depuis toutes ces années chez Caméléon. Effectivement, merci pour la transition. Donc maintenant qu'on est sûr de nos résultats, qu'on est sûr qu'on n'est pas face à un positif, et maintenant qu'on a donc bien sélectionné notre plan de tracking, je vais pouvoir vous montrer comment éviter les résultats biaisés. Donc il y a 4 conseils principaux à partager avec vous, que je vais vous illustrer directement dans la partie plateforme. On a du coup ici la synthèse des résultats. Donc le premier, c'est de toujours regarder l'évolution dans le temps de vos KPI. On a eu ce cas de figure énormément de fois ici. Donc, quand vous regardez vos résultats, si on regarde au global, on se dit ouais, chouette, ma variation elle performe super bien, on a un super taux d'amélioration. Vigilance, hein, quand c'est trop beau, ça peut souvent être lié à un faux positif ou un problème quelque part. Le premier truc à regarder systématiquement, on le conseille à nos clients, c'est regarder l'évolution dans le temps de ces KPI. Pourquoi? Parce que quand vous lancez un test, vous connaissez hein, tous l'histoire, le service informatique a fait une modification sur mon site pendant mon test. Ça a cassé mon KPI. Ça arrive, ça peut arriver. Si vous ne regardez pas l'évolution dans le temps de vos KPI, ben, en fait, vous pourrez tirer des conclusions, alors que finalement, pendant la moitié de la période que vous regardez, vos résultats sont complètement cassés. Donc, toujours regarder le graphe pour s'assurer qu'on a des choses qui soient cohérentes. Donc, avec Caméléon, on propose voilà, l'évolution temporelle des résultats. On peut zoomer sur des périodes en particulier, mais on vous conseillera toujours de regarder l'évolution dans le temps pour qu'on soit sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas un KPI, par exemple, qui soit complètement cassé. C'est des choses qui arrivent très souvent. Donc, je vous invite vraiment à regarder l'évolution, soit des taux de conversion, soit vous pouvez regarder aussi l'évolution de la fiabilité, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut vous donner des indications pour être sûr que tout est bon pendant la durée du test. Si jamais quelque chose a cassé, ça peut arriver, hein, mon test il tourne 3 semaines, au bout de 3 semaines, il est cassé, parce que justement, modification sur mon site. Donc la dernière semaine, elle est complètement cassée. À ce moment-là, vous pouvez complètement filtrer par plage de date et extraire les zones qui sont problématiques. L'autre chose qu'on vous propose et qu'on vous suggère d'éviter, c'est d'éviter de modifier l'allocation de trafic pendant la durée d'un test. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec Caméléon, mais quand vous le faites, il faut être conscient que ça peut modifier vos résultats, ça peut biaiser vos résultats. Donc absolument éviter de modifier pendant un test en cours la modification de trafic. Si on va plus loin, lorsque vous déviez un test, donc on est sur notre variation 1 est gagnante. Souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut maintenant pousser la variation à 100% sur la variante, le temps que l'équipe IT implémente le changement. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Mais en revanche, dès que vous faites ça, il faut bien penser ici à arrêter la collecte de données dans l'outil pour éviter aussi de biaiser les résultats. Et dernière chose, si jamais vous avez un problème justement sur l'allocation de trafic ou si jamais vos résultats sont biaisés, on vous conseille d'opter pour une plateforme qui va vous prévenir en cas de souci. Donc chez Caméléon, on a ces petits pop-ins que vous pouvez retrouver dans vos tests, Sample Ratio Mismatch Detected, qui détectent donc ce qu'on appelle les SRM, la Sample Ratio Mismatch. C'est lorsqu'il y a un problème sur justement l'allocation des visiteurs aux différentes variations. Donc ça peut arriver, hein, justement, typiquement quand vous modifiez l'allocation de trafic, ça peut arriver s'il y a des robots qui rentrent dans vos tests. Il y a certains cas de figure où on retrouve ce type de problème. Et c'est des choses qu'on vous recommande, sur lesquelles il faut être vigilant pour éviter les résultats biaisés. Donc chez Caméléon, on a cette pop-in qui permet d'indiquer ça. Écoute, pas de questions dans le chat. N'hésitez pas, si ça vous revient, on peut revenir sur la partie s'il y a des questions qui viennent par la suite. Mais dans ce cas-là, je propose qu'on continue et du coup et qu'on passe surtout aux outils à disposition qui permettent d'être encore plus précis dans cette analyse. Ouais, merci Hélène. Donc effectivement, on a vu comment choisir les bons KPI,
comment éviter les erreurs, les faux positifs, comment éviter les résultats biaisés. Maintenant, imaginons qu'on est dans une situation où on sait que nos résultats sont exploitables, comment on peut finalement aller plus loin dans l'analyse. Donc là, on a également quatre outils, 4 bonnes pratiques à garder en tête et que je vais évoquer avec vous directement ici dans la partie reporting. Donc la première chose, c'est de bien choisir le scope d'analyse. Donc ici, avec Caméléon, on vous propose de regarder vos résultats en scope visite ou en scope visiteur. Donc en fonction du type de use case, vous pouvez regarder soit au visiteur, soit à la session. Si vous regardez par exemple une pop-in de rétention, on va regarder plutôt ça en scope session, parce que c'est un use case qu'on active à la session. Par contre, si vous êtes sur un scénario de personnalisation qui implique plusieurs visites, on va plutôt regarder nos résultats en scope visiteur. Okay. Et vous pouvez également choisir de regarder toutes les conversions ou les conversions totales, toutes les conversions ou les visites converties. Donc, visite convertie, ça sera juste 1 ou 0 si le visiteur a converti le goal au moins une fois. Par contre, dès que vous êtes sur un objectif qui peut convertir plusieurs fois sur une session, type click tracking, il faut bien regarder conversion totale. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Selon les use cases, vous pouvez approfondir votre analyse de cette manière-là. L'autre bonne pratique qu'on vous recommande, c'est lorsque vous regardez vos résultats, c'est de toujours faire ce qu'on appelle des breakdowns, donc c'est-à-dire ventiler vos résultats, parce que en fait, vous pouvez très bien avoir des conclusions positives. Donc là, par exemple, j'ai un test qui est positif. Vous pouvez avoir par exemple un plus 5% au global, mais derrière, peut-être que vous avez des phénomènes en fonction de certains critères, par exemple le type d'appareil, le fait que ce soit un nouveau ou un ancien visiteur, en fonction de n'importe quel critère, ça peut être par exemple le jour de la semaine. Et le fait de faire des breakdowns, donc de la ventilation, ça vous permettra de zoomer sur vos performances. Donc là, typiquement, on voit que le mercredi, mon test performe beaucoup mieux que le lundi, par exemple. Ou, encore une fois, si vous avez plus 5% au global, vous pourriez très bien avoir plus 10% sur desktop et moins 10% sur mobile. C'est des choses qui existent. Si vous ne faites pas de breakdown, vous passez à côté de cette info et potentiellement, vous allez tirer une conclusion qui, certes, est bonne au global, mais en fait, vous passez à côté d'un insight super intéressant qui est que, en fait, votre test marche super bien sur desktop, mais pas du tout sur mobile. Donc, c'est très important de faire ces analyses approfondies. Chez Caméléon, on propose une manière automatisée de faire ça. On a cette option qui est basée sur l'IA qui vous permet de détecter des opportunités. Donc, quand vous avez un test qui, au global, va être, par exemple, négatif, Caméléon sera capable de vous trouver des opportunités et de dire, attends, regarde, si tu dupliques ton test sur ce sous-segment, alors tu vas avoir telle performance avec telle fiabilité. Et là, on peut dupliquer notre test sur un sous-segment pour booster les performances. Donc, c'est une manière, en fait, boostée par l'IA, d'aller faire cette exploration et d'éviter de passer à côté d'opportunités. Parce qu'encore une fois, il y a le test global et puis il y a ce qui se passe en dessous lorsqu'on zoome. Donc là, vous avez cette option qui est super intéressante qui vous permet de booster vos performances. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est quand vous regardez les goals de revenus, donc pour les industries e-commerce, travel, souvent on a un goal de revenus. Et ce qu'on fait, ce que font beaucoup de nos clients, c'est qu'ils disent ah bah super, sur cet objectif, j'ai plus X% d'amélioration. Donc effectivement, les visiteurs achètent plus souvent. Mais gardez à l'esprit qu'il y a une autre notion qui est super importante, c'est la notion de panier moyen. Parce que vous pouvez très bien avoir une amélioration sur votre taux de conversion, mais une dégradation sur le panier moyen. Donc c'est très important. Et ces deux variables-là sont souvent opposées. C'est-à-dire que souvent, on va avoir une amélioration sur les taux de conversion, donc les visiteurs achètent plus souvent, mais parfois avec un panier moyen inférieur. Donc je vous le redis, si jamais vous vous arrêtez ici, vous dites bah chouette, j'ai plus 5% par exemple sur ma conversion, j'ai gagné. Et si dans le même temps votre panier moyen il perd 10%, en réalité vous allez perdre de l'argent. Donc le KPI à suivre en fait pour les industries commerce, c'est le rendement par visite. Donc c'est le revenu par visiteur qui est finalement le croisé du nombre de transactions et du panier moyen. Les deux sont super importants à suivre. Et donc chez Caméléon, on va également vous fournir la fiabilité statistique sur ce KPI. Donc on fournit la fiabilité également sur des données qu'on appelle non binominales pour tirer les conclusions les plus pertinentes possibles. Vous avez ici le récap du coup de ces bonnes pratiques pour approfondir vos analyses. Du coup, on a une question de Emma qui demande quels tests sont les plus susceptibles de produire des faux positifs. Il n'y a pas forcément de bons
Il n'y a pas forcément de réponse à ça, dans le sens où c'est des choses qui sont statistiques, hein, le faux positif, ou ce sont des choses qui sont statistiques, donc il n'y a pas de type de use case qui peut générer plus de faux positifs. C'est purement des phénomènes statistiques. Et une question de Ismaël, question sur le sujet précédent. Si nous avons estimé qu'un test nécessitait 3 semaines pour atteindre un échantillon représentatif, est-il pertinent d'observer la fiabilité des résultats obtenus dans le temps avant la fin de cette période? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, les rigoristes de l'expérimentation suggèrent de définir une durée. Donc, au moment où vous lancez un test, vous allez pouvoir estimer la durée. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, ici, vous avez la possibilité d'estimer la durée d'un test en fonction du nombre de visiteurs, du taux de conversion et de l'effet minimum que vous voulez détecter. Et on va vous dire, il faut attendre 3 semaines. Effectivement, il est normalement interdit d'aller voir les résultats avant ces 3 semaines-là. Sinon, on risque justement d'être dans le cas du faux positif que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc en effet, si vous restez sur les algorithmes classiques, vous devez attendre le temps minimum et vous n'êtes pas censé aller regarder vos résultats avant, ce qu'on appelle le peaking. C'est cette pratique qui consiste à aller voir nos résultats n'importe quand. La seule exception, c'est si vous utilisez l'algorithme sequential testing, qui vous autorise à faire ça. Donc le sequential testing qu'on évoquait tout à l'heure vous permet de faire ça. Il autorise à aller voir vos résultats n'importe quand, et justement en évitant les faux positifs. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la fiabilité va monter beaucoup moins vite, si bien que vous pouvez aller voir vos résultats dès J+3, même si vous devez attendre 3 semaines, vos résultats sont fiables tout le temps. Donc c'est justement ce que permet le sequential testing. Plus d'autres questions pour l'instant. En attendant, si d'autres arrivent, je voulais vous partager une cheat sheet qu'on a préparée justement pour résumer l'ensemble des pratiques partagées par Fabrice, les outils, enfin voilà, un peu résumé de cette session. Vous pouvez la télécharger sur en bas à droite de l'écran de la fenêtre Livestorm avec Apps et vous avez le fichier disponible pour télécharger. Dites-moi si vous l'avez bien disponible. De toute façon, je ne manquerai pas de vous écrire un petit mail pour vous la partager à la suite de cette session. Une dernière question de Romain et on va pouvoir clôturer ensuite la session puisque ça fait maintenant 33 minutes. Du coup, Romain demande pourquoi ne pas utiliser systématiquement le test séquentiel. C'est une bonne question. Vous pouvez très bien utiliser systématiquement le test séquentiel. C'est une possibilité, complètement. Et comme ça, vous êtes serein de ne pas aller se faire des faux positifs. Donc, c'est une possibilité. Vous choisissez par défaut l'algorithme que vous préférez avec Chameleon. Le seul truc à garder en tête, c'est que autant le sequential testing va être l'algorithme qui sera le plus fiable, le plus sécurisant, autant c'est aussi celui qui a le moins de pouvoir statistique. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à garder à l'esprit. C'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, entre guillemets. C'est-à-dire si on a un algorithme qui est plus sécurisant, c'est aussi un algorithme qui a moins de pouvoir statistique, c'est-à-dire qui va vous amener forcément moins vite aux conclusions. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur les courbes. Comme on va limiter les faux positifs, il vous amènera moins vite aux conclusions. Là où l'algorithme Cupid qu'on évoquait, qui vous permet de réduire la variance et d'accélérer vos tests, va vous permettre à l'inverse d'aller à vos conclusions beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, en fonction de vos appétences, vous allez pouvoir choisir l'algorithme qui vous convient le mieux. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, chez Chameleon, on propose 4, donc Frequentist, Bayésien, Sequential Testing et Cupid. Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Mais vous pouvez très bien faire du séquentiel tout le temps si vous êtes plutôt du genre très prudent au sein de notre organisation. Donc c'est possible. Eh bien, on est tout bon pour les questions. On se retrouve prochainement pour une prochaine session au mois de septembre sur un nouveau sujet. On en a plein en tête avec Fabrice, mais on va certainement vous faire voter comme on l'a fait pour ce sujet. En tout cas, j'espère que cette session vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur nos adresses email ou sur le site Chameleon directement. On vous dit à bientôt. Très bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.